Alors bonjour et bienvenue à cette masterclass que nous organisons dans le cadre du programme Georges Arthur Goldschmidt qui s'adresse à des jeunes traducteurs littéraires venant de France, d'Allemagne et de Suisse. Avant de commencer, je vais vite vous rappeler les règles du jeu sur Zoom. Tout le monde les connaît, mais je vais quand même les rappeler. Donc, tout le monde coupe sa caméra et son micro, sauf les intervenantes, bien sûr. Et il y a la possibilité en fait, de poser vos questions dans le chat en bas. Vous connaissez, je pense, la procédure. Et c'est ma collègue Morgane Levier de la Foire du Livre de Francfort, que vous voyez à l'écran, qui va modérer ce chat. Merci beaucoup d'être là, Morgane. Morgane connaît très bien le programme parce qu'elle l'a organisé en 2020 à la Foire du Livre de Francfort. Et donc, c'est elle qui va filtrer un peu les questions et qui va les poser directement à la fin de cette première rencontre aux intervenantes. Voilà. Cette masterclass, elle est enregistrée et elle sera diffusée sur YouTube. Important de vous le rappeler. Alors, cette masterclass, elle va se dérouler en 2 temps. Nous allons aborder 2 sujets. Un premier, c'est la relation entre traducteur et auteur, évidemment essentiel pour commencer toute traduction littéraire. Elle va durer une trentaine de minutes et après on laisse un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure pour vos questions. Puis nous allons faire une petite pause et dans un deuxième temps, nous allons parler de la relation entre traducteur et éditeur, tout aussi essentiel évidemment pour la publication d'une traduction. Avant de commencer, laissez-moi dire 2 mots sur le programme Georges Arthur Goldschmidt, que tout le monde connaît, mais quand même. C'est un programme donc trinational qui s'adresse à des jeunes traducteurs allemands, français et suisses, organisé par la Foire du Livre de Francfort, du côté allemand, du côté suisse par la Fondation pour la culture suisse Pro Helvetia et du côté français par le BIEF. Nous avons l'immense chance que Georges Arthur Goldschmidt a accepté d'être le parrain de ce programme. Ce programme a fêté ses 20 ans cette année et il est devenu une véritable référence en fait. Dans notre petite niche qui est la traduction franco-allemande, c'est devenu un tremplin en fait pour les jeunes traducteurs et traductrices qui débutent souvent en fait leur carrière avec ce programme. La particularité du programme, c'est qu'il y a toujours un travail en tandem, c'est-à-dire qu'il y a un traducteur francophone qui travaille avec un traducteur germanophone tout au long du programme. Pour commencer en fait notre discussion sur la relation traducteur et auteur, laissez-moi faire le lien avec le programme Goldschmidt parce que pour postuler, justement, on demande aux candidats de se présenter avec un projet de traduction, donc un livre sur lequel ils vont travailler tout au long du programme. Et donc, qui dit livre, dit auteur, c'est-à-dire qu'il faut trouver donc, un livre qui n'est pas encore traduit par quelqu'un d'autre, et il faut trouver un auteur, en fait, qui à la fois nous correspond, qu'on aime bien, avec lequel on a envie de passer quand même quelques mois, voire peut-être 1 an pendant la traduction. Et surtout, il faut trouver un auteur qui n'a pas encore un traducteur attitré, c'est-à-dire un traducteur qui suit l'auteur depuis très longtemps et qui traduit tous ses livres. Donc, ça fait beaucoup, évidemment, et c'est de ça que j'ai envie de parler avec Sarah Raquier et avec Julia Wolf. Je vais vous présenter brièvement. Sarah, tu as fait des études de sociologie et de philosophie, et aussi de danse contemporaine, je ne savais pas du tout, à Paris et à Berlin. Puis tu as travaillé en librairie, tu as fait des stages en édition. Avant de te tourner vers la traduction littéraire, tu as fait le programme Goldschmidt en 2016. Et suite à cette participation, tu as signé ton premier contrat de traduction. Tu as traduit depuis Julia Wolf, Alles ist jetzt, qui est paru en fait au Castor Astral en 2018, sous le titre Tout est maintenant. Après, tu as aussi traduit des titres en sciences humaines, Hartmut Rosa, Résonance, une sociologie de la relation au monde, paru à la Découverte en 2018. Hélène Bukowski,
Les dents de lait, qui va paraître aux éditions Gallmeister et que tu as traduit ensemble avec Elisa Krabbeil. Ça, je le dis juste parce que ça fait très plaisir, parce qu'Elisa aussi, elle a fait partie en fait de ta promo au programme Goldschmidt. Donc, voilà le fameux travail en tandem qui fonctionne bien au-delà du programme. Puis tu as traduit un deuxième livre de Julia Wolf, Walter Nowak bleibt liegen, paru l'année dernière au Castor Astral, pareil. Et cette traduction, elle a été nominée pour le prix Nerval Goethe, un important prix pour la traduction littéraire franco-allemande. Et le prix sera décerné en 2022. Donc, évidemment, nous croisons les doigts. Julia Wolf, tu es écrivaine, tu écris pour le cinéma et le théâtre, des pièces radiophoniques également que tu mets en scène toi-même. En 2015 est paru ton premier roman, Alles ist jetzt. Puis, Walter Nowak bleibt liegen est paru en 2016, ton deuxième roman pour lequel tu as eu le prix Dreisat. C'est un prix important en Allemagne, décerné par une chaîne de télévision culturelle qui est comparable à Arte. Et puis, le livre, il a été nominé pour le prix du livre allemand en 2017. Tu es en train d'écrire un troisième roman qui s'appelle Alte Mädchen et qui va paraître en 2021 à la Frankfurter Verlagsanstalt. Et très intéressant pour notre discussion, tu as aussi une double casquette parce que tu es également traductrice littéraire de l'anglais. Tu as traduit l'année dernière un premier roman d'une jeune auteure new-yorkaise qui s'appelle Elvia Wilkes et le roman s'appelle Oval. Il est paru aux éditions Zécession. Alors, la question que j'ai envie de vous poser à toutes les deux, tout de suite, à Sarah et à toi, Julia, c'est comment est-ce qu'on trouve donc un auteur en tant que jeune traductrice? Je ne sais pas qui a envie de commencer. Sarah, peut-être? Oui, je peux répondre. Les auteurs que j'ai rencontrés au début, maintenant ça a un peu évolué, je les ai rencontrés à des lectures. Beaucoup, et aussi par le biais d'agences et d'agences littéraires ou d'éditeurs et éditrices. Au début, ce qui était facile pour moi, c'était d'être en contact avec des agences et des éditeurs parce que j'avais fait des stages chez eux en fait. Et j'avais les informations et un peu en amont, et ça me permettait aussi de rencontrer les auteurs pendant des lectures ou des Veranstaltungen, j'ai pas le mot en tête, qui avaient lieu chez eux. Désolée, je suis très en allemand dans ma tête là, donc c'est possible qu'il y ait des petits couacs de langue. Pas de problème, moi je risque de les avoir aussi parce que Julia Wolf est allemande évidemment et va nous répondre en allemand, et je pense que même si la grande majorité de notre public est bilingue aussi, je vais traduire au fur et à mesure. Donc Julia, même question pour toi. Comment est-ce que tu as trouvé cette jeune auteure new-yorkaise que tu viens de traduire? Bei Elvia war es ein bisschen anders. Die ersten Texte, die ich übersetzt habe aus dem Englischen, waren tatsächlich Texte von befreundeten Autorinnen, die ich mochte und deren Texte ich gerne mochte und von denen ich fand, dass die ins Deutsche übertragen werden sollten. Und dann bei Elvia war es so, dass ich gefragt wurde, ich hatte für die Edit, das ist eine Leipziger Literaturzeitschrift, schon mal eine Übersetzung von einem befreundeten Autor gemacht. Und das fanden die gut. Und dann haben die mich gefragt, ob ich nicht einen Auszug aus dem Roman für die Zeitschrift übersetzen will. Und dann hatte ich das Glück, dass da schon von Sezession Interesse an dem gesamten Buch war. Und die hatten dann dadurch auch schon eine Probeübersetzung von mir und waren davon ganz angetan. Und dann habe ich gleich meinen ersten Auftrag für einen Roman bekommen. Alors, je vais résumer. Les premiers auteurs que j'ai traduits, c'était des auteurs amis, c'est d'ailleurs souvent le cas. Et en fait, avec Elvire, en fait, c'était un peu différent parce que j'avais déjà traduit un extrait pour une revue littéraire publiée à Leipzig d'un éditeur ami. Et donc, comme ça, en fait, la connexion entre l'éditeur s'est faite parce que j'avais déjà traduit un extrait, j'avais déjà un essai de traduction à lui proposer. Pour parler plus spécifiquement de vous, Sarah, toi, tu avais postulé au programme Goldschmidt avec le premier roman de Julia, Alles ist jetzt.
comment est-ce que tu as trouvé ce roman? Justement, dans cette masse de romans germanophones qui publient, comment est-ce que toi, en tant que jeune Française, débutante dans la traduction, tu t'es dit, voilà, ben c'est ce livre-là, c'est cet auteur-là qui me correspond et avec qui j'ai envie de passer un bon bout de mon temps? En fait, avec Julia, c'était un peu particulier parce que j'ai rencontré Julia avant de rencontrer son texte. À l'époque, j'étais en stage chez Elisabeth Ruge Agentur, c'est donc l'agence dans laquelle était Julia. Et elle a déposé son manuscrit à ce moment-là. Donc j'ai eu accès un peu aux nouveaux auteurs de l'agence. C'était une nouvelle agence qui était assez récente. Donc à ce moment-là, les quelques premiers mois, il s'agissait de faire rentrer le plus d'auteurs et d'autrices possible. Et donc on regardait les manuscrits. Donc j'ai vu passer le nom de Julia et le manuscrit, mais j'ai pas trop eu accès à ce moment-là. Et ensuite, il y a eu l'arbre de Noël, je crois que ça s'appelle comme ça en français, la Weihnachtsfeier de l'agence. D'accord. Et c'est là que j'ai rencontré les auteurs et les autrices et que j'ai rencontré Juliane. C'était très informel en fait. On a discuté à cette occasion. Et c'est à ce moment-là qu'elle a dit mon livre sort en janvier prochain, donc tout de suite après. Et dès qu'il est sorti, vu que j'avais eu un bon feeling sur le moment, je me suis dit tiens, je vais regarder ce qu'elle écrit. Et je me suis procuré le livre donc le mois suivant, je l'ai lu. Et ensuite, effectivement, comme je projetais de postuler au programme Goldschmidt, j'ai conjugué les différentes constellations et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas faire un essai de traduction tout de suite et comme ça, j'en aurai un pour le programme Goldschmidt. Ça s'est passé comme ça. D'accord. Julia, tu te rappelles aussi en fait de cette première rencontre avec Sarah. C'est comment pour un auteur en fait de rencontrer un jeune traducteur qui dit tiens, j'aimerais bien en fait traduire ton livre. Ja, C'est es war, oula, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je peux faire confiance ou pas? also für mich war das ein ganz großer Glücksfall, Sarah da kennenzulernen, weil also erstmal stand als erstes die Sympathie zwischen uns und dann, als sie gesagt hat, sie würde das gerne übersetzen, habe ich mich natürlich gefreut. Ist ja dann auch nochmal eine Sache, findet man dann einen Verlag und so weiter. Und es hat alles sie übernommen, den Verlag zu suchen und dafür war ich sehr dankbar. Und deswegen, also ich hatte auch von Anfang an ein gutes Gefühl dabei und großes Vertrauen in sie, dass sie das gut macht und dass sie da die richtige für den Text ist, weil es eben bei ihr auch aus einer Begeisterung für den Text heraus entstanden ist, dass sie das machen wollte. Und ja, ich glaube, es war ein großer Glücksfall, dass wir uns da getroffen haben. Alors moi, j'étais très contente en fait de rencontrer Sarah. C'était vraiment, j'avais de la chance parce que d'abord, je trouvais Sarah très très sympathique et évidemment, j'étais contente quand elle m'a dit j'ai très envie de traduire ton livre. Et évidemment, après, la difficulté consiste à trouver un éditeur et c'est Sarah en fait qui s'en est chargée. Donc j'étais contente aussi de ça. Et puis Sarah, elle était passionnée par le livre et je me suis dit bon, voilà, c'est la bonne personne. Et voilà, encore une fois, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Je ne sais pas, Sarah, si tu as déjà montré en fait le livre en question dont on parle. Peut-être qu'on peut le montrer à la caméra. Ah, donc voilà, Alles ist jetzt, la version allemande à gauche, paru à la Frankfurter Verlagsanstalt et Tout est maintenant, paru au Castor Astral. Je me rappelle très bien des discussions qu'on a eues sur le titre. Alles ist jetzt. Voilà, les difficultés de traduction ont commencé avec le titre. Après, est-ce que tu te rappelles quelles étaient les autres difficultés que tu avais en fait, avec ce texte? Et oui. Pour évidemment faire le lien aussi avec Julia, dans quelle mesure est-ce que vous avez été en contact, vous étiez en contact en fait avant ou aussi peut-être pendant cette traduction? Les difficultés de traduction, elles sont dues au style qui est très particulier des textes de Julia, en tout cas de ceux-là. Je dis cela parce que dans Walter Nowak, Black Lightning, c'était encore plus présent. Là, on a vraiment encore plus travaillé ensemble. Peut-être que tu peux dire deux mots sur l'intrigue. Walter Nowak? Ou Alles ist jetzt, parce qu'on parle de ce livre en particulier. Ok. Oui. Oula, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Donc, Alles ist jetzt, dans Alles ist jetzt, on suit une jeune femme qui est perdue dans une grande ville
Et on la suit à la troisième personne du singulier. C'est-à-dire que c'est un point de vue extérieur et pour autant, on est très proche d'elle et c'est exactement là la difficulté de traduction parce que la langue de Yulia est très compacte et très physique aussi et il fallait réussir à rendre, tout en étant à la troisième personne du singulier, la proximité avec le personnage. Ouais. C'est ce dont je me souviens. C'était la difficulté principale pour moi. Réfléchis parce que ça fait un moment. Ça fait un moment, évidemment, tu l'as traduit il y a quelques années. Julia, est-ce que vous étiez en contact pendant la traduction? Est-ce que Sarah t'a posé des questions? Ja, ich hab ja auch von Anfang an gesagt, dass ich für alle Fragen offen bin und dass ich die gerne beantworte. Und sie hat mir, also jetzt nicht super viel, aber sie hat mir hin und wieder E-Mails mit Fragen geschickt und manchmal haben wir auch telefoniert. Und mir haben diese Fragen eigentlich, haben mein Vertrauen in ihre Arbeit als Übersetzerin nur verstärkt, weil ich das Gefühl hatte, dass sie an den richtigen Stellen nachfragt, um sicherzugehen, dass sie da den richtigen Weg einschlägt mit ihrer Übersetzung. Und ich habe diese Art von Diskussion über den Text eigentlich sehr genossen. Und ich bin auch andersrum, wenn ich übersetze, immer sehr dankbar, wenn ich mit den Autorinnen in Kontakt sein kann und mich über den Text nochmal verständigen kann. Ich glaube, es bereichert eine Übersetzung immer. Mhm. Oui, on était en contact. En fait, Sarah, elle m'a envoyé ses questions par mail. Parfois, on s'est même appelé. Et très vite, en fait, cela m'a aidé en fait, à avoir confiance en elle parce que j'ai vu qu'elle se posait les bonnes questions. C'était vraiment un des endroits très précis où je me suis dit, tiens, c'est là que c'est difficile, en effet. Et donc voilà, ça nous a aidé beaucoup à faire cette traduction. Et d'ailleurs, moi-même, en tant que traductrice, j'aime beaucoup être en contact avec les auteurs. Après, évidemment, il y a la traduction. Quand tout se passe bien, en fait, la traduction, elle est publiée. Et je pense que vous êtes tellement restés proches, en fait, en contact, que vous avez aussi fait la prochaine étape ensemble, c'est-à-dire aussi la promotion du livre. Est-ce que vous pouvez aussi m'en parler un petit peu, Sarah? La promotion d'Alice et Sietz, oui, bah en fait, comme effectivement Yulia et moi, on se connaissait et que l'éditeur le savait, on a été invités à des lectures ensemble. Notamment, je me souviens de la Nuit de la littérature. C'était un événement important à ce moment-là pour nous. Je crois que c'était chez Yulia, tu peux me corriger, mais c'était c'était la première fois que tu venais à Paris, non? Non. Je veux dire, das erste Mal, dass ich in Paris war? Nee. Pour Alice et Sietz, je veux dire. Das ist das erste Mal, dass du Alice et Sietz in Paris vorgestellt hast. Ah ja, das schon, ja. Et donc, ça, c'était un bel événement, j'ai trouvé. Est-ce qu'il y a eu d'autres lectures? Auf der Buchmesse in Frankfurt haben wir auch zusammen gelesen. Mit Katja. Oui, c'est vrai, on a présenté aussi le livre à la fin du livre de Francfort parce que nous avons un partenariat avec le stand d'Arte depuis très longtemps et c'est l'occasion en fait de présenter les livres qui ont été traduits dans le cadre du programme Goldschmidt. Donc il y avait Alice et Sietz et puis Walter Nowak, notre ami Walter Nowak. Yeah. Est-ce que là justement, j'évoquais la question des traducteurs attitrés. Évidemment, ça, c'est un peu l'étape suivante. On devient le traducteur, la traductrice d'un auteur ou d'une auteure. Comment est-ce que ça se fait? Est-ce que tu as dû présenter le livre de la même façon à ton éditeur qui te connaissait déjà aussi un petit peu ou... Comment ça s'est passé en fait pour ce deuxième roman? Est-ce que c'était plus facile? Oui, bah, c'était plus facile dans la mesure où ça s'est quasiment fait tout seul. Parce qu'en fait, le timing a fait que l'éditeur a acheté les droits du premier livre au moment où le deuxième est sorti en Allemagne.
Donc, à ce moment-là, je lui ai dit, écoutez, c'est parfait, vu qu'il s'agit d'une trilogie, achetez donc les deux d'un coup. Euh, c'est en fait quasiment ce qu'il a fait. Il a acheté les droits du premier et il a mis une option sur le deuxième. Et effectivement, comme en fait, il y a eu un assez long laps de temps entre le moment où je leur ai présenté le premier livre et le moment où ils ont acheté les droits. En cours de route, j'ai eu le temps de leur présenter le deuxième et de leur dire, écoutez, il faut miser sur Julia Wolf et pas sur seulement le premier livre. Et donc, ils sont partis là-dessus sur le principe de suivre Julia Wolf en tant qu'autrice et d'acheter donc éventuellement les 3 livres tout de suite. D'accord, donc En fait, je pense que ça aussi, c'était un coup de pouce parce que Alles ist jetzt, Walter Nowak bleibt liegen und Alte Mädchen font partie d'une trilogie. Et donc, pour l'éditeur, ça faisait aussi sens d'acheter la trilogie, en fait. D'accord. Donc Alte Mädchen, qui est en cours d'écriture, Julia, c'est le 3e volet donc, de cette trilogie. D'accord. Et là, Sarah, est-ce que c'était évident pour eux qu'ils te confiaient aussi la suite? Oui, en fait, c'était assez évident. Enfin, c'était même totalement évident. Parce que ça s'était très bien passé pour Alles ist jetzt. Et ils se sont vraiment dit, bon, elle, c'est sûr que c'est la traductrice de Julia aussi parce qu'on était en contact et qu'ils ont vu aussi, ça les intéressait d'observer qu'on travaillait vraiment ensemble. Et que pour eux, en fait, ce serait une perte de donner la deuxième traduction à quelqu'un d'autre, vu que j'étais déjà très engagée dans le travail avec Julia, en fait. Oui, Walter Nowak bleibt liegen, c'est vraiment un livre que je trouve super. En fait, c'est l'histoire d'un homme hyperactif qui va à la piscine 3 fois par jour, qui travaille comme un dingue et qui s'écroule en fait dans sa salle de bain et qui reste immobile là. En fait, tout ce qu'il déteste, évidemment, il est obligé de faire face et c'est une fois par terre, en fait, qu'il commence à réfléchir un peu sur sa vie. Et c'est une histoire en fait, qui se déroule avec un tempo absolument incroyable. C'est ça que je trouve remarquable. En fait, on a l'impression de suivre justement la pensée de quelqu'un qui ne peut plus rien faire que de penser. Julia, est-ce que ce livre il a été traduit beaucoup dans d'autres langues, vu qu'il était sur la shortlist sur la liste, qu'il a été nominé pour le prix du livre allemand? Nein, bisher sind tatsächlich die französischen Übersetzungen die einzigen. Es ist keine andere Sprache übersetzt worden. D'accord. Donc, pour l'instant, en fait, le roman il a été traduit uniquement en français. Mais justement, comment est-ce que vous avez travaillé ensemble pour ce deuxième roman? Also ich glaube, beim zweiten Buch war also die Herausforderung nochmal insofern größer und auch, glaube ich, gut, dass wir darüber sprechen konnten, weil der zweite Text sehr stark mit angerissenen Sätzen arbeitet. Die vielleicht Redewendungen oder so werden angerissen und nicht zu Ende gesprochen. Und darüber haben wir viel gesprochen, Sarah und ich, was jetzt eigentlich, wenn der Satz zu Ende gehen würde, was jetzt da eigentlich stehen würde, weil das muss ja die Übersetzerin wissen, um ein Äquivalent im Französischen zu finden. Aber ich wollte nicht für dich antworten, Sarah, das musst du. Also perfekt gemacht. Je veux d'abord traduire en fait. Oui, justement, on était beaucoup en contact pendant cette deuxième traduction et le défi il était peut-être plus grand aussi pour Sarah parce que comme c'est quelqu'un en fait dont on suit la pensée, il y a beaucoup de phrases que Walter ne pense pas jusqu'au bout. Donc, elles sont coupées. Et par contre, pour la traductrice, c'est important de savoir ce que la personne voulait dire si elle avait terminé ses phrases. Sarah, je te laisse rebondir peut-être là-dessus. Voilà, donc là, c'était effectivement le travail qu'on a effectué ensemble, c'était sur les morceaux qui me manquaient, en fait. Parfois, je les trouvais toutes seules parce que c'était des expressions toutes faites, des proverbes ou des expressions que j'avais déjà entendues, donc que j'avais à l'oreille. Mais parfois, effectivement, je séchais. Enfin, en fait, l'avantage, c'est que je sentais qu'il y avait quelque chose encore, qu'il manquait quelque chose. Mais j'étais incapable de trouver quoi, donc c'est là que je demandais à Julia. Et ensuite, mon travail de traductrice à faire seule, si j'ose dire,
c'était de réussir à rendre l'équivalent, de trouver la bonne ponctuation, parce qu'effectivement, les phrases ne fonctionnent pas, la structure de la phrase n'est pas la même en allemand et en français. Donc, comment rendre une phrase coupée sans donner le contenu entier? En français et en allemand, c'est relativement facile, puisque le verbe est à la fin, ou enfin, ça se coupe différemment, en fait. Mais mon objectif à chaque fois, c'était de faire manquer un contenu à la phrase française de la même manière que l'avait fait Julia dans la phrase allemande, en fait. Ça, c'était mon boulot. Mais là où Julia m'a aidé, c'était à trouver les trous, à combler les trous qu'il y avait dans le texte, en fait. Sarah, la question s'adresse à toi. Est-ce que c'est plus facile de traduire un deuxième livre d'un auteur? Parce qu'on commence peut-être déjà à comprendre comment l'auteur fonctionne, ou au contraire, est-ce que ça peut être aussi un piège? On commence peut-être à être trop confiant, ou est-ce qu'à partir du deuxième livre, peut-être qu'on n'en est pas là, en fait, on n'ose pas encore? Je ne sais pas. Je trouve que c'est une question difficile parce que à la fois c'est 2 livres de Julia Wolf, mais en même temps c'est aussi 2 livres qui ont leur propre langue et leur propre tonalité. Donc effectivement, je pense que c'était plus facile de traduire le deuxième dans la mesure où j'avais déjà compris certains réflexes d'écriture de Julia, par exemple, ce qui est commun aux 2 textes. D'abord, ils ont exactement la même longueur, par exemple. Et ce qui est commun aux 2 textes, c'est que c'est vraiment réduit au minimum. La langue est réduite au minimum. Que ce soit Alles ist jetzt ou Walter Novak bleibt liegen, c'est une langue très compacte. Et Julia, on en a aussi parlé, c'est pour ça que je me permets de parler pour Julia, réduit le texte, en fait, jette beaucoup pour arriver à une quintessence, en fait. Ça, c'est commun, par exemple, et dans cette mesure-là, c'était plus facile de traduire le deuxième. Mais effectivement, je comprends le sens de ta question. En fait, j'ai vraiment rencontré les textes comme des textes et pas comme un réflexe de traduction de Julia Wolf. En fait, je me suis dit non, là, je traduis pas Julia Wolf, je traduis ce texte, donc je suis quand même restée proche du texte. Donc oui et non, en fait. Et pour toi, Julia, savoir qu'on continue cette aventure ensemble, évidemment, la question de la confiance, j'imagine, se pose moins. Also mir gefällt das sehr gut, was Sarah jetzt zum Schluss gesagt hat, dass es nicht darum geht, die Autorin zu übersetzen, sondern den Text. Finde ich eine super Aussage. Gleichzeitig ist es natürlich schon auch so, dass wir ein Gespräch fortgesetzt haben, was schon begonnen hatte. Also man hat sich nicht von Neuem kennengelernt, sondern wir haben ein Gespräch, was mit dem ersten Buch begonnen hatte, fortgesetzt. Und ich hoffe sehr, dass wir es fürs dritte Buch auch weiter fortsetzen werden. Weil ich glaube, also ja, die Bücher hängen sehr auf motivischer Ebene zusammen, gar nicht so auf der Plot-Ebene, sondern eher motivisch. Und da ist es für mich natürlich toll zu wissen, dass jemand schon so intensiv mit den ersten beiden Texten gearbeitet hat. Und dann ja, hoffe ich, dass es mit dem dritten Buch fortgesetzt wird. Alors Sarah, elle vient de dire quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on traduit en fait un texte, on ne traduit pas un auteur, à chaque fois en fait on traduit un nouveau texte. Mais évidemment, c'était pour moi confortable de continuer ce travail avec Sarah parce qu'on a repris en fait nos échanges, notre conversation en fait qui était entamée pour ce deuxième livre et j'espère que ça va se faire aussi pour le troisième livre parce que ces 3 romans, en fait, ils ne sont pas liés par l'histoire, c'est pas les mêmes protagonistes, mais c'est des motifs littéraires en fait qui font le lien entre les 3. Sarah, tu peux peut-être dire quelque chose sur ce travail en fait des motifs pour mieux comprendre en fait ce que c'est, ou vous deux, vous pouvez répondre à la question. Qu'est-ce qui les relie en fait au niveau du style, ces 3 romans? En fait, il y a des motifs qui reviennent dans les livres. En fait, c'est une trilogie dans la mesure où on peut comprendre les différents livres comme des strates générationnelles. C'est pas les mêmes filles, c'est pas les mêmes personnages et ils portent pas les mêmes noms, mais on peut imaginer que le personnage de Walter Novak est la génération précédente
Ingrid de Julia pardon, Alice Jetzt. Donc c'est la protagoniste dont on a parlé, cette fille qui rencontre pas mal de difficultés. Et donc dans les textes, il y a des motifs qui reviennent sous une autre perspective. Par exemple, on avait le motif de la piscine dans le jardin d'Ingrid. On avait le motif du sang, des règles, quand elle a ses règles. On a eu une scène dans un sex shop, etc. Et tout ça dans la perspective d'Ingrid. Et dans le deuxième roman, on retrouve ces mêmes motifs et scènes, mais dans la perspective de Walter Novak. Et donc, on peut reconstituer. En fait, pour moi, ça donnait une espèce d'impression de 3D. Parce que quand j'ai lu Walter Novak, j'arrivais à reconstituer la scène entière vue sous un autre angle, en fait. Et je pense que c'est ça, Julia, que tu entends par motif? Point d'interrogation. Genau, also ich vergleiche es immer so ein bisschen wie wenn man durch so ein Kaleidoskop blickt und das einmal dreht und dann setzen sich die Teile zu einem anderen Bild zusammen. Ja, also so ein Spiel mit Variationen von Figuren und Motiven, die dann in einem anderen Zusammenhang eine andere Bedeutung bekommen. Oui, tout à fait. En fait, moi, je compare ça à l'image qu'on a en fait lorsqu'on regarde dans un kaléidoscope. Et il y a une autre image en fait qui se forme. C'est un jeu pour moi en fait avec différentes perspectives en fait. Évidemment, quand on entend comment vous travaillez ensemble, votre rencontre, on ne peut pas mieux rêver, je pense, hein, pour un jeune traducteur de tomber sur un jeune auteur comme Julia. Vous deux, vous traduisez évidemment d'autres auteurs. Est-ce que ça se passe souvent comme ça ou est-ce que c'est plutôt exceptionnel? Et qu'est-ce qui se passe quand ça ne se passe pas de cette manière-là? C'est vrai que ça, c'est du cas par cas, hein. Je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a la rencontre avec un texte et la rencontre avec une personne. Et parfois, on peut rencontrer un texte sans nécessairement avoir plus de lien que ça avec la personne qui est derrière. Ou alors, la personne qui est derrière n'a pas forcément envie de rentrer en contact non plus avec la personne qui traduit. Enfin, je pense que ça, c'est du cas par cas, effectivement. J'imagine que c'est quand même assez exceptionnel. En tout cas, ça ne m'est pas arrivé avec les autres auteurs que j'ai traduits. En général, il y a quand même, ce que j'ai rencontré, c'est un intérêt à rester en contact et à être. L'auteur m'a souvent proposé de poser mes questions, mais une ouverture comme ça au dialogue, pour moi, c'était exceptionnel avec Julia. Julia, donc tu me disais que tu es en contact avec ton auteur. Est-ce que tu peux imaginer aussi que peut-être que ça peut même, si ça ne se passe pas bien, en fait, être problématique d'être en contact avec un auteur qui se mêle peut-être beaucoup trop de la traduction, qui parle très bien la langue cible et qui sait tout mieux et qui ne te laisse pas faire son travail? Also Elvia Wilk spricht auch sehr gut Deutsch und hat tatsächlich meine deutsche Übersetzung von ihrem Roman auch gelesen, bevor ich das an den Verlag gegeben habe. Es war sehr konstruktiv, aber also bei uns hat es sehr gut funktioniert. Ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass wenn man sich da nicht einig ist, dass das auch problematisch sein kann. Also ich könnte mir auch vorstellen, als Autorin, wenn jemand zum Beispiel meine Texte ins Englische übersetzt, das ja dann eine Sprache ist, die ich relativ gut beherrsche, dass ich da vielleicht auch dann Einwände hätte. Also wenn es in eine Sprache übersetzt wird, die man gar nicht spricht, dann kann man ja eh nichts machen, aber wenn man irgendwie viel in der Sprache, die es übersetzt wird, liest und dann nicht zufrieden damit ist, kann ich schon mir vorstellen, dass es auch nicht so einfach ist. So. Aber ich hatte bisher immer Glück und für mich war das immer konstruktiv und gut. Aber es war auch immer ein sehr, sehr großer, also ich mochte die Texte sehr gerne und ich mochte die Leute gerne so. Also, ja. Alors avec Elvire, c'était très bien parce qu'elle parle l'allemand et elle a lu en fait la traduction avant que je la donne en fait à mon éditeur. Cela a très très bien fonctionné entre nous.
Euh, et je peux imaginer, bien sûr, que ça ne peut pas bien se passer. Et notamment lorsqu'on ne parle pas la langue cible, évidemment, on ne peut pas suivre la traduction, là, on ne peut rien faire. Par contre, si jamais mes livres sont traduits en anglais, je maîtrise l'anglais, je ne sais pas, en fait, je vais peut-être participer différemment aussi à la traduction. Mais jusqu'à maintenant, j'ai eu beaucoup de chance, en fait, à la fois avec mes traductrices et aussi avec l'auteur que j'ai traduit. Alors, Morgane Levier me dit qu'il y a 2 questions du public. Donc, Morgane, je te laisse poser les questions à Sarah et à Julia. Alors, il y a une première question de Justine pour Sarah. Comment s'est déroulée la recherche de l'éditeur pour ta traduction de Alles ist jetzt? As-tu contacté beaucoup d'éditeurs? Oui, j'ai contacté beaucoup d'éditeurs. À la fin du programme Goldschmidt, j'ai envoyé, je crois, 45 mails avec la présentation du livre et mon extrait de traduction. En tout, il y en a 10 qui ont répondu, dont 2 qui ont répondu qu'ils étaient intéressés et 1 qui a dit oui. Donc voilà, ça fait quand même un assez gros entonnoir, quoi. Mais effectivement, moi, j'avais l'impression au début, maintenant c'est différent, mais au début, qu'il fallait que j'envoie. Alors, j'ai quand même aussi sélectionné les éditeurs et les éditrices. Je n'ai pas envoyé systématiquement, mais j'ai quand même envoyé dans le doute, j'ai envoyé. Parce que parfois, les programmes changent ou parfois, il y a des informations qu'on ne connaît pas. Par exemple, il y a une nouvelle collection qui s'ouvre dans le catalogue de l'éditeur. On n'est pas au courant. Et en fait, on tombe à ce moment-là, par exemple. Donc, dans le doute, même si je me disais, moi, ça va peut-être pas vraiment passer dans la ligne éditoriale, j'essayais quand même. Donc, ça a donné une liste de 45 éditeurs, oui. Et j'ai une seconde question pour toi et qui pourrait aussi s'adresser aux éditrices de la deuxième session. Est-ce que ce sont les éditeurs qui se chargent de négocier l'achat des droits de traduction et d'établir les contrats de traduction? Oui, c'est les éditeurs qui s'occupent de ça. D'ailleurs, c'est un peu un moment, je sais pas, j'ai envie de dire douloureux, parce qu'à ce moment-là, nous, on n'intervient plus du tout. C'est-à-dire qu'une fois que l'éditeur est en contact avec l'autre éditeur de l'autre pays, en fait, on peut sortir du procédé, quoi. On peut être éjecté si, par exemple, finalement, après coup, l'éditeur se dit « bah non, tiens, on donne la traduction à quelqu'un d'autre ». Là, on peut sortir, en fait. Et c'est toujours un moment un peu fragile, je trouve, parce qu'effectivement, on est mis de côté et ensuite, on revient quand l'éditeur nous fait le contrat de traduction. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Je vais enchaîner, en fait. Julia, je te vois esquisser, en fait. C'était comment pour toi, en tant qu'auteur, de devenir traductrice et de devoir aussi démarcher, en fait, les éditeurs? Tu disais qu'au début, quand tu as rencontré Sarah, tu étais contente que c'était Sarah qui se chargeait de trouver un éditeur. Maintenant que tu as cette double casquette, que tu es devenue traductrice toi-même, c'est aussi à toi d'approcher les éditeurs différemment, j'imagine, qu'en tant qu'auteur. Das musstest du nochmal, die Frage habe ich nicht verstanden. Du hast gesagt, dass du froh warst, als du Sarah getroffen hast, dass sie sich um diese ganze Geschichte mit den Verlegern gekümmert hat, dass sie jemanden gefunden hat für das Buch. Jetzt, wo du selber Übersetzerin bist, musst du das natürlich auch machen. Wie ist das für dich als Autorin, diese Verleger nochmal ganz anders anzugehen als Autorin natürlich? Ja, ich hatte tatsächlich das Glück, dass die Übersetzungsaufträge bisher, also die kürzeren Sachen, die Erzählungen, die habe ich selber an die Zeitschriften und so weiter herangetragen. Und da macht man sich natürlich genauso verletzlich, wie wenn man auch eigene Texte anbietet irgendwo. Und dann aber die großen Projekte wurden mir tatsächlich dann angeboten. Also da musste ich dann, das weiß ich auch, dass das ein großes Glück ist, da musste ich nicht rumgehen und fragen, sondern da war einfach von der Autorin bei dem Buch von Elvia, die hatte schon den Kontakt zum Verlag und hat mich vorgeschlagen. Und jetzt das neue Buch, was ich mache für Hansa, die haben mich angefragt, ob ich Lust hätte, eine Probeübersetzung zu machen. Und
aber weil sie mich auch als Autorin kannten und dann haben Ja. sie erfahren, dass ich auch übersetze und haben mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, das zu machen oder mal zu probieren bei ihnen. Ja. Ça hilft natürlich sehr. Ça, c'est évidemment un avantage, en fait. Donc, Julia disait que les nouvelles qu'elle a traduites pour les revues littéraires, c'est elle qui les a proposées. Et là, en fait, elle disait le joli mot, en fait, là, on est aussi vulnérable, évidemment, en tant que traductrice qu'auteur, lorsqu'on propose ses propres textes. Après, j'ai eu la chance, en fait, que les grands projets, donc les romans, m'ont été proposés par les éditeurs. Hansa, par exemple, les éditions Hansa, où va paraître la prochaine traduction de Julia, l'a contacté pour lui proposer une traduction parce qu'il la connaissait déjà en tant qu'auteur. Évidemment, ça c'est un cas bien particulier et évidemment, ça aide beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas pour le moment. Ah si, une question qui vient d'être posée. Bonjour à toutes et à tous. J'ai une question pour Julia. Quel est ton pouvoir de décision dans la relation autrice, traductrice, éditeur? Könnt ihr mir das auch nochmal übersetzen gerade? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Morgane, tu peux la reposer? Quel est ton pouvoir de décision? Entscheidungsmacht? Ja. In der Beziehung zwischen Autorin, Übersetzerin und also Lektorin. Ja, das ist interessant, weil also das war tatsächlich für mich ein sehr großer Unterschied im Lektorat der eigenen Texte mit meiner Lektorin bei der Frankfurter Verlagsanstalt und im Lektorat als Übersetzerin, dass ich sehr überrascht war, wie viele meiner Entscheidungen im Lektorat als Übersetzerin in Frage gestellt wurden. Also dass mir als Autorin, dass mir viel mehr die Autorschaft einfach über den Text zugesprochen wird und dann werden bestimmte Sachen nicht in Frage gestellt, wobei ich es wichtig finde, Sachen in Frage zu stellen und ein gründliches Lektorat zu machen. Aber bei der Übersetzung war das schon nochmal was anderes. Also da musste ich viel öfter mich rechtfertigen für Entscheidungen, die ich getroffen hatte. Ich wurde viel mehr hinterfragt als Übersetzerin, als ich das als Autorin werde. Was ich insofern erstaunlich finde, als dass ich Übersetzung ja auch als eine Form der Autorschaft verstehe. Also man hat ja auch an einer Übersetzung eine Autorschaft so. Aber also da habe ich schon einen großen Unterschied gemerkt im Lektorat. Justement, c'est une très bonne question. C'est très intéressant et évidemment, c'est très, très différent. Je me suis rendu compte que la relation avec les éditeurs est radicalement différente lorsqu'il s'agit d'une relecture de mes propres textes, dont je suis l'auteur. Évidemment, l'éditeur, il intervient un petit peu, mais après, c'est évidemment mon texte et je n'ai pas à me justifier sur ce que j'ai pris comme décision. Par contre, en tant que traductrice, j'étais d'abord très surprise de voir en fait le nombre de questions qu'on me posait, que j'étais obligée justement de me justifier pour telle ou telle traduction que j'ai choisie ou favorisée par rapport à une autre. Même si je dois dire que pour moi, évidemment, un traducteur, c'est aussi un auteur. Même si après, évidemment, la relation, elle est différente. Ich finde, das ist eine gute Frage. Natürlich, klar ist Autor sein, also Übersetzer sein, man ist auch Autor. Trotzdem muss man natürlich hinter dem Autor sich zurückstellen und versuchen, dem Autor soweit es geht, natürlich gerecht zu werden. Ist das manchmal schwierig, Julia, wenn man selber Autor ist, oder ist es im Gegenteil leichter? Évidemment, c'est intéressant. Nous, on n'arrête pas de dire, dans le cadre du programme Goldschmidt, qu'un traducteur, il a les mêmes droits qu'un auteur. Il a le même statut, d'ailleurs, aussi. Et après, c'est important qu'il soit aussi sur la couverture, à côté du nom de l'auteur, peut-être pas sur la couverture, mais que le nom soit cité. Mais c'est toujours une grande question, en fait. Est-ce qu'un traducteur, c'est aussi un auteur? Et j'ai posé la question, justement, à Julia, si c'est plus compliqué, peut-être en étant elle-même auteur, de jouer ce nouveau rôle de traductrice. Also es ist natürlich eine andere Rolle und ich muss die Rollen wechseln, um zu übersetzen, ist überhaupt keine Frage. Aber ich stelle bei mir immer wieder fest, aber ich habe das auch an eigenen Texten, auch wenn die schon gedruckt sind, dass ich denke,
hier könnte man jetzt auch nochmal da und da überarbeiten, obwohl ich schon sehr, sehr viel überarbeite. Und beim Übersetzen habe ich den Impuls zu sagen, das könnte man aber besser so und so machen an der Stelle. Den Impuls habe ich schon auch, aber also ist mir schon klar, dass ich da nicht einfach dem nachgeben kann, was ich besser gefunden hätte, wenn man es an der Stelle so und so gemacht hätte. Also ja, also ich muss die Autorin in mir da natürlich ein bisschen hinten anstellen, ist keine Frage. Évidemment, en tant qu'auteur, lorsque je vois mes propres textes imprimés, je me dis toujours, là j'aurais pu faire mieux. J'ai encore envie d'intervenir. Lorsque je traduis, ça peut m'arriver aussi de me dire, en fait, là j'aimerais bien changer, mais c'est un réflexe en fait. Mais évidemment, je vais me dire non. Là, en tant que traductrice, je ne peux pas me le permettre. Évidemment, ce sont deux rôles bien distincts et il faut que je n'oublie pas un autre rôle à ce moment. Je vois que l'heure a tourné, il est 14h45, donc on touche à la fin de cette première rencontre. Un grand merci à Julia et à Sarah pour cet échange. Merci Katia. Merci. Alors, on va faire une toute petite pause parce que, évidemment, des échanges très riches. On va respirer un petit peu, prenez un verre d'eau. Et je vais profiter de ce temps pour voir si mes intervenantes de la prochaine discussion sont là. En fait, on va enchaîner donc avec la discussion sur la relation entre traducteur, traductrice et éditeur, éditrice. Je vois que Sophie Nida et Camille Lucher sont là. Oui. Vous m'entendez toujours bien? Oui. Oui. Camille aussi. Donc Camille qui est en Suisse, à Genève. C'est ça, Camille? C'est ça, oui. Et Sophie, tu es à Berlin. C'est ça. Donc j'ai promis une petite pause. On va faire une toute petite pause, même si vous êtes déjà là. Je suis très contente de vous voir. On y va? Tout le monde est là? Tout le monde est réveillé? Tout le monde a envie de suivre la suite? Alors, la relation entre traducteur et éditeur. On en a beaucoup parlé, évidemment, pendant le programme Goldschmidt aussi, parce que quand on est jeune traducteur, on doit apprendre aussi à se vendre. Hein. Être traducteur, c'est pas uniquement traduire un texte, mais c'est aussi le proposer à un éditeur, susciter son intérêt. Et on sait que c'est pas facile parce qu'il y a énormément de traductions qui sont proposées. Les éditeurs, ils sont très sollicités, donc il faut vraiment savoir comment capter leur attention. C'est de ça que j'ai envie de parler avec Sophie Nida et Camille Lucher, toutes les deux traductrices littéraires, toutes les deux anciennes participantes du programme et toutes les deux aussi éditrices. Camille, je vais commencer par te présenter toi. Tu as fait le programme Goldschmidt en 2012. Tu étais notre toute première participante suisse. Tu traduis donc de l'allemand vers le français, principalement des auteurs suisses. Tu traduis de la prose, du théâtre, de la poésie et aussi la littérature jeunesse. Tu as traduit beaucoup. Je trouve que tu es très jeune, mais tu as vraiment enchaîné beaucoup de traductions. Je vais en citer juste quelques-unes. Tu es la traductrice d'Arno Kamenisch, au Strinkata, un livre qui est paru à Kidam, super petit éditeur qui fait beaucoup d'auteurs germanophones. Tu as traduit aussi Annette Hook, Révolution aux confins, publié aux éditions Zoé en 2019. Traduction pour laquelle tu as eu un prix, le prix littéraire suisse Pitard de Landelin. J'espère que je l'ai bien prononcé. Tu as traduit du théâtre, Roland Schimmelpfennig, Solstice d'hiver, avec Claire Savot,
là encore, une ancienne participante du programme Goldschmidt qui était dans ta promotion, donc encore un tandem en fait qui fonctionne. Claire Stavo qui est devenue la directrice des éditions L'Arche, ce qui est super aussi. Puis tu as traduit Eleonore Frey, super auteur suisse que tu nous as fait découvrir à l'occasion du programme Goldschmidt. Et tu as traduit l'auteur des auteurs suisses, Max Frisch, son journal berlinois qui est paru aux éditions Zoé en 2016. Parallèlement à cette activité-là, tu travailles au Centre de traduction littéraire de Lausanne, au CTL, et depuis janvier 2019, tu diriges la collection du domaine allemand des éditions Zoé à Genève. Comme je le disais, tu as la double casquette traductrice-éditrice. Cela vaut également pour toi, Sophie. Tu as fait des études d'anglais et de français à Berlin et à Paris. Puis tu as fait des stages en édition. Tu as fait un stage au bureau new-yorkais de la Foire du Livre de Francfort et aux éditions Hansa. En 2017, tu as participé au programme Goldschmidt. Tu as postulé avec un classique moderne, André de Richaud, Schmerz. Tu nous en as parlé avec beaucoup de passion, je me souviens très bien. André de Richaud, qui est un contemporain à Albert Camus, qui a un peu été oublié. Et tu as donc déniché cette perle que tu as proposée à un éditeur suisse, Dörlemann, qui a accepté ta traduction. Et c'était donc la première traduction d'un roman que tu as pu publier. Depuis 2019, tu fais un volontariat, donc un apprentissage aux éditions Surkamp, dans le domaine de la littérature étrangère, où tu t'occupes avant tout des titres traduits du français et de l'anglais, dans des romans, de la poésie, mais aussi le livre jeunesse et les essais. Et pour couronner le tout, évidemment, tu participes cette année au Paris-Francfort Fellowship, l'autre programme franco-allemand que nous organisons ensemble, le BIEF, Pro Helvetia et la Foire du Livre de Francfort. Alors, pour varier un peu les plaisirs et pour changer un peu de format sur Zoom, on s'est dit toutes les trois qu'on aimerait bien faire cette discussion différemment, c'est-à-dire on aimerait bien que ça se passe en dialogue entre vous deux. Donc, je vais être là un petit peu, je vais intervenir de temps en temps si je sens que j'en ai envie, mais je vais avant tout en fait vous laisser échanger sur la relation que vous avez avec votre double casquette en tant que traductrice et éditrice. Je vais juste lancer en fait cette discussion entre vous avec une question qui va vous rappeler, j'espère, des bons souvenirs Goldschmidt. Parce que lorsqu'on participe à ce programme, on doit présenter son projet de traduction à des éditeurs. En Suisse, en Allemagne et en France, nous, les organisateurs du programme, on organise des rencontres avec des éditeurs. Et donc, chaque participant a 5-10 minutes pour présenter son projet. Et évidemment, dans l'espoir de placer ce projet, de le faire accepter par l'éditeur. On vous prépare à ça, on vous prend un peu par la main, on répète en fait comment faire un pitching, comment pitcher un livre justement. Mais j'imagine que c'est quand même un peu stressant lorsqu'on rencontre un éditeur pour la première fois. Dites-moi, quelle était votre image des éditeurs à cette époque-là et comment vous avez vécu en fait cette première rencontre, jeune traductrice que vous étiez à ce moment-là. Qui veut commencer? Je peux commencer Oui. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Je trouvais que c'était justement un très très bon exercice parce que présenter les livres, faire le pitch, c'est maintenant en tant qu'apprentie éditrice, je fais ça tout le temps. Si on veut convaincre quelqu'un d'éditer un livre, il faut le présenter à d'autres. Si en tant que traductrice aussi, si on veut placer ses projets. Donc, c'était vraiment un très bon exercice et très bien pour justement apprendre à être bref, à vraiment mettre le focus sur les importants qui sont bien pour les aspects qui peuvent peut-être intéresser des éditeurs, éditrices pour
pour placer les livres chez eux, justement. Et donc, au début, ça fait un peu peur, mais c'était vraiment un très bon exercice. Et aussi d'aller voir plein d'éditeurs différents en France, en Suisse, en Allemagne. Ça a permis aussi d'avoir une vue d'ensemble du paysage, du livre dans ces pays, aussi de connaître plusieurs maisons d'édition. Et c'est très important aussi parce qu'il faut, quand on veut proposer des projets de traduction, il faut savoir qu'est-ce qu'ils font ces éditeurs-là, quel est leur programme. Et c'était justement très bien pour connaître parce qu'eux aussi, ils nous ont présenté leurs livres. Donc, c'était, oui. Pour moi, c'était très utile. Camille. Je dois dire d'abord que j'ai d'excellents souvenirs du programme Goldschmidt. C'était vraiment une des périodes enchantées de ma vie, ces 3 mois en 2012. Par contre, le moment de rencontre avec les éditeurs, c'était un peu un cauchemar pour moi et je détestais avoir l'impression de devoir me vendre et vendre le livre. Et je me souviens que tu m'avais dit, Katia, tu m'avais recommandé, on sortait de chez Verdier, je crois, et tu m'avais dit que ce serait bien que je travaille un petit peu sur ma présentation parce que mon livre était fantastique, mais que je ne le présentais pas très bien. Et, Ok. c'est vrai que j'avais énormément de mal avec cette idée de devoir me vendre et de devoir résumer un livre à ses principaux arguments. J'avais l'impression de trahir un petit peu l'amour que j'avais pour le livre et sa multiplicité. Donc j'étais, je crois, beaucoup trop longue et j'avais envie de donner tous les détails et toutes les nuances et tout ce qui me plaisait. C'était le livre, effectivement, pas celui qui est paru, mais un précédent d'Eleonore Frey. Donc j'ai quand même réussi à trouver un éditeur, c'est la bonne nouvelle. Mm-hmm. Et puis je dois dire aussi que voilà, c'était en 2012 et que le temps passant, j'ai appris, je crois, à pitcher un livre et à mettre en avant et en valeur les principaux arguments et à le résumer en quelques lignes. Et je trouve que c'est un exercice qui est vraiment important et intéressant et qu'en le faisant, il arrive aussi qu'on se... Enfin, il ne s'agit pas de se trahir, en fait. On vend le livre. C'est vrai qu'il y a une forme de vente. C'est ce qui me déplaisait. Mais en fait, c'est pour le mieux et c'est évidemment mettre en avant les principaux arguments pour le lectorat français. Et maintenant, pour les éditions Zoé, en tant que directrice de collection, je dois écrire des argumentaires pour les distributeurs et donc vraiment résumer en 3 mots flash, donner des phrases que les libraires pourront prendre dans la bouche pour vendre le livre. C'est toujours un exercice assez difficile, je trouve, mais extrêmement enrichissant et important, évidemment, pour le livre. Voilà un peu mon souvenir de ces rencontres avec les éditeurs où comme Sophie, j'ai beaucoup apprécié aussi d'avoir ce panorama de toutes les maisons d'édition, de les rencontrer. Après, pour la deuxième partie de ta question, donc, quelle image on avait des éditeurs, je pense que on parlait aussi beaucoup des droits que les traducteurs doivent faire respecter et des conflits potentiels qu'il peut y avoir avec les éditeurs et les éditrices et les règles qui n'étaient pas forcément respectées par les éditeurs qui ne faisaient pas très attention aux traducteurs ou aux traductrices. Et ça, c'était un des aspects où je me souviens qu'on en parlait beaucoup entre nous. Par la suite, je me suis impliquée aussi au comité des auteurs et autrices de Suisse qui représente aussi les traducteurs littéraires et les traductrices. Et donc, ça s'est encore intensifié, cette discussion et cette critique. C'est juste pour dire qu'on met en garde des éventuels abus qu'il peut y avoir. Évidemment, les éditeurs, ils ne sont pas tous comme ça. On ne vous dit pas, en fait, l'éditeur, c'est le méchant adversaire, hein, pas du tout. Mais c'est vrai qu'en tant que jeune traducteur, il faut faire gaffe, il faut bien connaître ses droits, il faut bien savoir comment négocier un contrat, qu'est-ce qui doit y être dans ce contrat et quelles sont justement les règles à respecter des deux côtés.
ça je le dis à nos amis éditeurs qui soutiennent ce programme depuis très longtemps, qui acceptent des groupes et qui sont juste nos amis. C'est les éditeurs amis. Oui, c'est pas évidemment pas ce que j'entendais sur le... Mais peut-être plutôt dans cette idée que les éditeurs ne savent pas très bien ce que c'est que le quotidien ou les enjeux des traducteurs et qu'il faut donc défendre ses droits parce qu'on se retrouve face à des gens qui n'ont pas forcément conscience de ce que ça signifie de travailler comme traducteur ou traductrice. Après, voilà, j'ai découvert les choses de l'autre côté et compris aussi d'autres contraintes. Et ce serait peut-être ma première question pour Sophie, puisque on se proposait de mener cette discussion sous forme de dialogue. Sophie, maintenant tu fais un volontariat, un stage, non, je ne sais pas comment on appellerait ça en français, mais vraiment un apprentissage au sein de la maison d'édition Zourkamp. Tu travailles à Berlin et je voulais savoir qu'est-ce que tu as découvert de l'autre côté du décor qui a un peu changé ta manière de comprendre le travail de l'édition par rapport à l'image que tu avais quand tu étais traductrice uniquement. Je crois que avant de travailler comme traductrice, j'avais fait un stage dans l'édition. Donc, je crois que j'avais déjà une image assez précise de ce que fait un éditeur, une éditrice, comment peut être la collaboration. Peut-être une chose que j'ai mieux compris en passant de l'autre côté, c'est la lecture. La relecture, c'est un travail très, très subjectif. Donc, chacun et chacune a une sensibilité pour la langue très différente. Et j'échange aussi souvent avec mes collègues éditeurs, éditrices. Et il y a des questions sur lesquelles on n'est pas d'accord. Il y en a un qui pense que ce serait mieux comme ça, l'autre pense que non, ou ça passe comme ça, ou non. Et donc, c'est important de savoir qu'il n'y a pas vraiment une vérité, justement. Il faut souvent trancher avec toutes les informations qu'on a et toute sa sensibilité du texte, toute sa compréhension de la langue et essayer de trouver une solution. Et donc, de ce point de vue-là, c'est aussi très important l'échange avec le traducteur, la traductrice, parce que justement, c'est important aussi de ne pas être d'accord, de dire à la traductrice, au traducteur, cet endroit-là dans le texte, je l'ai compris d'une manière un peu différente. Et pareil avec les traducteurs, ils disent non, cette correction, je ne suis pas d'accord parce que je pense, je le comprends comme ci, comme cela. Et c'est très important justement d'avoir quelqu'un qui contredit, avec qui on peut justement avoir des discussions sur les points difficiles dans le texte. Donc, c'est peut-être ça que j'ai mieux compris que voilà, c'est quand même un travail très, très, très personnel. Il y a une sensibilité très individuelle de la langue, mais il n'y a pas de vérité, entre guillemets. Et, ouais. Donc, toi, tu travailles pour Zourkamp et tu participes au processus de choix d'un texte pour être traduit, puis de la traduction. Donc, tu relis des traductions avec des traducteurs de la maison Zourkamp. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de choisir un traducteur ou une traductrice pour un texte ? Ça ne m'est pas encore vraiment arrivé parce que beaucoup de projets étaient déjà commencés, donc il y avait déjà un traducteur, donc, et j'ai repris ces projets. Pour le choix des traducteurs, souvent c'est en fonction d'un autre livre qu'a traduit ce traducteur, cette traductrice. Quand on dit ce texte, il est un peu similaire à un autre livre et cette traductrice, elle a traduit cet autre livre très bien et je pense que ça pourrait bien aller avec son style, avec ses capacités
de traduire cet auteur aussi. C'est souvent comme ça qu'on les trouve. Souvent, c'est des recommandations aussi. Et d'envoyer des essais de traduction, de proposer des projets, c'est aussi une bonne manière, je pense, d'entrer en contact et de trouver des traducteurs, parce qu'on sait, cette traductrice, elle traduit bien et elle s'intéresse pour ce genre de livre. Là, on a ce genre de livre. La traductrice avec qui on travaille d'habitude sur ce genre de livre, elle n'a pas le temps. Du coup, peut-être qu'on demande à cette traductrice, à l'autre traductrice qui nous a proposé un autre projet. Mais peut-être que tu peux en dire plus, Camille, parce que je pense que ça a dû t'arriver plus souvent. Donc peut-être que tu peux raconter ton point de vue sur cette question. Je ne sais pas si ça m'est arrivé plus souvent, parce que donc, ça fait pas très longtemps que je dirige la collection aux éditions Zoé. Les éditions Zoé, c'est une maison d'édition genevoise qui fait environ 25 livres par an sur tout le programme. Donc il y a un petit programme de traduction, il y a plusieurs collections. La collection Écrit d'ailleurs, qui traduit principalement de l'anglais des pays du Commonwealth, qui sont un peu extérieurs aux grands pays, l'Angleterre et les États-Unis. Et puis, il y a la collection Classique du Monde, qui propose des premières traductions de grands classiques qui n'ont jamais été traduits jusque-là, traduits de toutes les langues vers le français. Et la collection que je dirige maintenant à la suite de Marlies Pietri, qui était la fondatrice aussi des éditions Zoé, la collection Domaine allemand, qui propose principalement des titres d'auteurs suisses, du fait de la position des éditions Zoé à Genève, mais pas uniquement. Il pourrait y avoir d'autres textes coup de cœur qui trouveraient leur place au sein de cette collection. Et donc, voilà, on fait environ 3 à 4 livres par an, donc ça laisse, traduit de l'allemand. Il y a des titres qui sont déjà dans le programme, un peu imposés ou déjà prévus. Les éditions Zoé publient depuis très longtemps Robert Walser. C'est des textes qui apparaissent régulièrement. Mais aussi des auteurs du catalogue qui suivent aussi. Mathias Choquet, par exemple, quand Marlies Pietri continue à suivre, etc. Donc moi, je peux choisir 1 à 2 titres par an, c'est pas beaucoup. Et dans ce cas-là, effectivement, j'ai été amenée à devoir choisir des traducteurs et des traductrices, ce que je trouve vraiment pas évident. Avant de commencer comme éditrice, et encore maintenant, j'ai vraiment l'idéal de donner la chance à des jeunes et des jeunes traductrices, comme moi j'ai eu ma chance en publiant des textes dans des maisons, alors que j'avais pas beaucoup d'expérience. Et puis, en fait, il y a plein de contraintes qui font que ce n'est pas si facile de donner sa chance à des jeunes traducteurs et des traductrices, parce qu'il faut les connaître leur sensibilité. Comme tu dis, on va chercher un traducteur ou quelqu'un qui a une sensibilité qui nous semble proche du texte et de l'interprétation qu'on a du texte. Et puis, il faut pouvoir leur faire confiance sur des calendriers. Et ça, c'est une des contraintes que j'ai découvertes aussi en passant des calendriers qui ne sont pas forcément non plus toujours évidents à gérer. Donc des contraintes de délai qui font que le livre doit paraître à la prochaine rentrée ou 1 an plus tard. Ce que j'ai appris aussi, c'est que, en tout cas pour les éditions Zoé, qui ont une distribution en France assez importante, donc qui font un travail vraiment en amont avec les distributeurs, il faut que le livre soit prêt 6 mois avant sa parution. Donc ça, tout d'un coup, ça change tout, parce que ça veut dire que quand je m'intéresse à un titre qui paraît maintenant, en allemand, on va peut-être réussir à acheter les droits dans les prochains mois. Et si le livre peut paraître en mars 2022, du coup, c'est la prochaine place libre dans le catalogue, mais il faut déjà que la traduction soit prête en septembre 2021.
Et donc, qu'il faut contacter le temps qu'on achète le titre, il faut contacter le traducteur et lui donner 6 mois pour tout de suite. En fait, c'est difficile de proposer des délais que je trouverais plus agréables ou que je pratique moi en tant que traductrice, parce que Katia disait que j'ai beaucoup traduit, mais en fait, j'ai pas tant traduit que ça parce que je fais beaucoup de choses, donc j'ai pas beaucoup de temps pour la traduction et je fais un livre par an. Et j'ai besoin de beaucoup de temps pour traduire. Et en fait, je trouve ça difficile de ne pas toujours pouvoir offrir les mêmes conditions que celles qui me paraissent idéales pour les personnes que j'ai envie de contacter. Excusez-moi, je vais juste poser une question. Camille, je me rappelle très bien, on est venu avec un groupe Goldschmidt à Genève grâce à Pro Helvetia et on t'a rencontré et tu venais de prendre ta fonction en fait aux éditions Zoé et tu nous disais aussi qu'il y avait une contrainte financière dont tu t'étais rendu compte en fait en tant qu'éditrice, évidemment que tu n'avais pas tout à fait en tête lorsque tu étais traductrice, n'est-ce pas? La contrainte financière des essais de traduction? Oui, des essais de traduction, mais aussi des traductions tout court. Ça coûte cher, une traduction. Ça coûte cher, une traduction, c'est un investissement et une prise de risque pour l'éditeur qui est beaucoup plus grande finalement que pour un premier roman, par exemple, en langue originale. Et donc, ça engage des questions qui sont effectivement pour l'achat des droits. Et alors là, j'ai déjà eu des déconvenues parce que je crois que la question a été posée tout à l'heure. L'achat des droits, en tant que directrice de collection, je ne m'en occupe pas du tout. Moi, mon rôle, c'est de repérer des titres et de les défendre, de les pitcher justement, de les présenter, de les vendre à la directrice des éditions Zoé qui est Caroline Couteau. Et si j'arrive à la convaincre, parfois en faisant aussi un petit essai de traduction pour qu'elle puisse lire la langue et le style en français, si j'arrive à la convaincre, alors elle va s'occuper de contacter la maison d'édition de l'original et de faire une offre. Et parfois, les offres, il y a une concurrence qui fait qu'on ne peut pas acquérir les droits et qu'un titre que j'aurais adoré qu'on fasse nous passe sous le nez. Ensuite, il y a effectivement la contrainte des essais de traduction, parce que moi, dans l'idéal de traduction que j'ai, j'aimerais que les essais soient rémunérés. Et que si on peut, ça, ce serait une manière de donner sa chance justement à un jeune traducteur, une jeune traductrice, c'est de lui demander de faire de traduire quelques pages pour qu'on se rende compte de ce que c'est, si le ton peut convenir, parce que comme disait Sophie, c'est aussi très subjectif et ça ne suffit pas de se dire ça, il faut aussi que ça me parle et que je puisse défendre le titre en tant que directrice de collection dans la traduction aussi. Mais ces essais, je ne peux pas les demander. Actuellement, on n'a pas les moyens au sein des éditions Zoé. Je sais que ça se fait dans d'autres maisons d'édition, mais au sein des éditions Zoé, ce n'est pas une possibilité que de proposer de rémunérer des essais de traduction. Donc voilà, ça c'est une contrainte effectivement. Et peut-être une autre question, comment est-ce que ton travail de traductrice, est-ce que ça t'aide aussi dans ta fonction de directrice de collection ou l'inverse? Est-ce que ta fonction d'éditrice, ça t'aide pour tes traductions? Tout à l'heure, on parlait des éditeurs, éditrices qui n'ont pas tous une idée très précise qu'est-ce que c'est la réalité, le quotidien d'un traducteur. Et donc, mais pour toi, tu as l'avantage de connaître les deux. Donc, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, ah tiens, c'est vraiment utile d'être traductrice aussi parce que maintenant, je comprends mieux, ou l'inverse peut-être? Non, je pense que ça m'aide, bien sûr. Bon, ça m'aide en tant que traductrice, d'être éditrice pour une raison pragmatique très simple. C'est que j'ai posé comme... Enfin, pour moi, c'était très important d'être traductrice avant tout. Donc, si je dirige cette collection, ça ne doit pas m'empêcher de traduire des titres pour cette maison et aussi pour d'autres maisons. Donc, c'est un avantage d'avoir cette relation très privilégiée avec une maison et de pouvoir proposer des titres qui me plaisent énormément. Là où ça peut devenir compliqué, mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis le début. J'ai eu du plaisir à relire des traductions
et à donner à aider une traduction à aboutir. Donc à aider un traducteur ou une traductrice à aboutir ses choix et à le conforter dans ses choix toujours en essayant de ne pas m'imposer moi-même dans cette subjectivité dont on parlait. Mais c'est parfois une négociation parce que j'ai découvert le texte souvent en allemand et donc j'ai ma propre image et ma propre musique du texte en français qui est ensuite confrontée avec la traduction qui m'est apportée. En général, jusqu'à maintenant, ça s'est toujours très bien passé. Mais cette question de la relecture et ce que disait Julia Wolf tout à l'heure de die Autorschaft, du fait qu'on demandait aux traducteurs de se justifier beaucoup plus, qu'on leur laisse peut-être moins de subjectivité et d'originalité dans leur propre style de traduction. C'est quelque chose qui m'occupe beaucoup et pour lequel je me pose beaucoup de questions. En fait, quelle est la place des lecteurs? Il y a déjà des traducteurs qui m'ont dit, pas en travaillant avec moi, mais dans mes échanges personnels ou professionnels, qui m'ont dit qu'ils trouvaient que l'éditeur ne devait pas du tout se mêler de la traduction, ne devrait pas du tout relire. Là, je crois qu'il y a aussi 2 écoles en Allemagne et en France. En tout cas, c'est l'impression que j'avais eue pendant le programme Goldschmidt. Sophie, toi, tu travailles donc pour une maison allemande. Quelle est la place justement du lectorat à l'intérieur de... Est-ce que vous imposez vos choix? Est-ce que le traducteur ou la traductrice a le dernier mot? Dans le cas idéal, je dirais qu'on a une discussion et chacun, souvent on est d'accord, souvent je dis par exemple cette phrase là, elle est pas elle ne paraît pas encore tout à fait bonne en allemand et la traductrice dit ah oui je suis d'accord et elle réfléchit. Je lui donne peut-être une piste dans quel sens ça pourrait aller et on trouve une meilleure solution. Mais s'il y a vraiment des avis différents, on essaie dans le cas idéal de convaincre l'autre et la personne qui a raison ou qui est peut-être plus convaincue ou qui a la solution la plus convaincante l'emporte à la fin. Mais donc, souvent, ça se passe bien et il faut faire des compromis. Il faut, pour certains points qui sont très importants pour la traductrice, par exemple, je dis, OK, c'est très important pour vous à ce moment-là de faire comme ça. Et je ne suis pas forcément d'accord, mais d'accord. Mais par contre, à cet endroit-là, je pense qu'il faudrait vraiment changer ceci et cela et on trouve des compromis. Mais, et tu relis toujours l'original à côté de la traduction ou seulement la traduction? Jusqu'au présent, j'ai toujours regardé l'original aussi, mais c'est dans un premier temps. Après, c'est aussi beaucoup de travail, c'est juste sur la version allemande. Mais pour être sûr, je regarde quand même les deux. Et oui, mais il y a aussi des rapports de force. Donc, si l'éditeur, l'éditrice n'est vraiment pas d'accord avec la traduction, on est dans la position de publier ça sous le nom de la maison d'édition, donc on peut dire non. En même temps, le traducteur, la traductrice peut aussi dire non. Elle peut dire je retire mon nom de cette traduction, je ne suis pas d'accord de la publier sous mon nom si telle et telle chose n'est pas fait comme je veux. Donc ça peut être des échanges très durs, mais normalement ça n'arrive pas et on trouve, en discutant justement, on essaie d'établir une relation de confiance, en fait, de partir du principe que les deux veulent vraiment que ce soit un bon texte à la fin qui plaît au lecteur, qui peut trouver son public et a priori on a on a les mêmes intérêts. Donc on essaie d'établir une relation de confiance et la plupart du temps ça marche. Je me souviens qu'au tout début, c'était d'ailleurs peut-être pendant le programme Goldschmidt, une traductrice allemande m'avait dit que dans la négociation avec l'éditeur, c'était 30%, 30%, 30%, ou 33% si on veut être exact, 33%
de corrections de la part de l'éditeur qui sont bonnes, qui sont vraiment importantes, et heureusement qu'elles existent. 33% de corrections où on se dit, bon, ça change pas grand-chose, alors on le lui laisse, puisque ça lui fait plaisir, on va dire, d'accord à l'éditeur, vous pouvez faire cette correction. Et 33% où là, vraiment, il s'agit de se battre pour imposer son choix. Voilà, je ne sais pas si c'est toujours valable, mais je me souviens que... Je ne saurais pas dire le ratio précis. Je crois que ça dépend aussi beaucoup des textes. Il y a des traductions très réussies où c'est vraiment pas beaucoup de choses qu'il faut changer. Et il y a aussi des traductions où il y a un quart des phrases qui sont à réécrire. Et là, ça, c'est vraiment très embêtant parce qu'il n'y a pas de temps pour ça. Je voulais poser une autre question. Enfin, là, excuse-moi, mais Camille, toi, t'en penses quoi des fameux 33%? C'est intéressant en tant qu'éditrice maintenant. Je pense que même en tant qu'éditrice, je le ressens du côté de l'éditrice du coup, que j'ai 33% de choix où je vais me dire, bon, bah, si la traductrice le veut comme ça, très bien. Et puis, un tiers environ, où je me dis, non, là, il faut qu'on arrive à négocier pour imposer. En fait, ce qui était important dans cette négociation, c'est que c'est vraiment une négociation et que du coup, il y a certains compromis, comme tu disais aussi, Sophie, il y a des compromis qui sont faits. Mais en même temps, c'est quelque chose qui continue de m'interroger et dans ma pratique, ce que j'essaye de mettre en place, c'est de commencer ce dialogue avec le traducteur ou la traductrice très tôt. Donc, d'avoir, en plus, ces pratiques, on en a besoin souvent pour les demandes de subventions et pour pouvoir déjà un peu plus parler du livre, mais d'avoir très tôt dans la traduction, après 2 ou 3 mois après signature du contrat, un premier tiers, ou en tout cas une grande partie de la traduction, ce qui me permet, moi, de la lire et de déjà faire mes remarques sur des questions de fond. Évidemment que c'est un moment où la traduction n'est pas encore fixée, il y a encore plein de questions ouvertes, mais du coup, à ce moment-là, d'avoir un échange avec le traducteur ou la traductrice, ça me semble être une manière d'éviter de se retrouver à la fin de la traduction et de se dire que, voilà, peut-être... une question de base comme un temps verbal ou la manière d'aborder une certaine difficulté du texte aurait dû être traitée différemment. Donc, voilà, j'essaye de faire ça, mais voilà, ça continue de m'interroger sur l'originalité de la traduction et la place d'une troisième voix dans ce processus. Alors, je suis désolée de devoir vous interrompre. En fait, il ne reste pas beaucoup de temps et Morgane m'a signalé qu'il y a une question du public. Oui, il y a une question de Philippe sur le travail de traduction d'auteurs morts. Si vous avez un problème de compréhension, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que, par exemple, vous vous adressez à d'autres traducteurs, traductrices ou à des experts dans des universités? Est-ce que vous consultez d'autres traductions du même texte, s'il en existe? Quelle est votre démarche dans ce cas? J'ai traduit un auteur mort, donc il n'y avait pas beaucoup de moments comme ça, heureusement, mais c'est arrivé. Souvent, j'ai demandé à plusieurs personnes leur impression sur cette phrase ou ce paragraphe ou cette incompréhension pour juste avoir justement d'autres impressions subjectives de qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il veut dire l'auteur ou qu'est-ce que c'est. Et j'ai aussi essayé de lire le plus de textes possible sur l'auteur, des articles de presse de l'époque, les autres romans, œuvres du même auteur qui peuvent peut-être apporter des réponses parce qu'on a une vue d'ensemble de l'œuvre. Mais à la fin, il faut trancher et choisir. Voilà, je comprends cette phrase comme ça. Il n'y a pas de certitude absolue. Je peux consulter d'autres gens, je peux demander à des gens qui sont des locuteurs de langue maternelle pour être sûr, demander à plusieurs personnes aussi comment ils lisent cette phrase.
Mais oui, à la fin, il faut décider et on ne peut plus demander. Donc, à la fin, c'est à nous de décider. J'ai rien à ajouter. Mais si j'ai encore une minute, j'aurais voulu dire que dans le cadre de ma collection, j'ai pu travailler avec un ancien Goldschmidt dernièrement, Benjamin Pécou, qui a suivi le programme Goldschmidt et qui habite à Lausanne. Et il vient de publier, il s'est paru en octobre, cette traduction L'enfant lézard. Voilà, dans la collection. J'avais trouvé le livre, j'avais donc lu le livre qui m'avait beaucoup plu, et Das Eidechsenkind. Et ensuite, là, j'ai effectivement dû choisir un traducteur, et j'ai pensé à Benjamin, que je connaissais un petit peu, il habite à Lausanne. Mais aussi, j'ai lu ses précédentes traductions, donc comme disait Sophie, c'est vrai que de déjà aller voir un petit peu le style du traducteur, puis d'identifier des textes qui pourraient correspondre, c'est toujours bien. Donc, si on reçoit des essais de traduction, parfois les textes, on ne va pas pouvoir les prendre au sein de la collection de la maison d'édition, mais ça permet de faire connaissance avec des intérêts, des écritures, des styles, des sensibilités littéraires. C'est certainement la meilleure carte de visite, même si on ne peut pas toujours répondre, ou pas répondre aussi longuement ou aussi bien qu'on voudrait. Je pense que c'est important, puisqu'on est dans une masterclass du programme Goldschmidt, important de persévérer et d'envoyer ces essais de traduction et de faire des propositions de traduction. Oui, et si je peux ajouter des choses, je recommande vraiment à participer dans des programmes comme le programme Goldschmidt, évidemment, mais aussi des ateliers, des rencontres pour à la fois rencontrer d'autres traducteurs, traductrices. Il y a aussi des bourses pour travailler avec une traductrice plus expérimentée, et donc pour des jeunes traducteurs, c'est super utile. En Allemagne, il y a par exemple le Bode-Stipendium. Et oui, c'est à la fois important de rencontrer des gens dans les maisons d'édition, ce qui est le cas dans le programme Goldschmidt, mais aussi d'autres traducteurs, parce que souvent ça marche aussi comme ça. Il y a une maison d'édition a une traduction prévue, demande à une personne avec qui elle a déjà travaillé, elle n'a pas le temps, mais elle connaît cette autre jeune traductrice, ou peut-être veut travailler avec elle ensemble parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Du coup, je pense que c'est vraiment important de saisir toutes les opportunités, de faire des ateliers, aller à des festivals, des foires, voilà. Qu'espérer mieux, en fait, comme conclusion un peu de cette discussion en tant que co-organisatrice de ce programme. Je vous remercie beaucoup pour vos témoignages très, très riches. J'espère que ça part, en fait, aux jeunes traducteurs qui vont faire le programme. J'ai vu, en fait, les participants de cette masterclass qu'il y en a beaucoup qui se sont connectés, qui sont encore au tout début, en fait, de tous ces processus-là. Vous avez peut-être toutes les deux, Camille et Sophie, un conseil à donner à vos confrères en tant qu'éditrice ou en tant que traductrice? C'est ce que je viens de dire. Je crois que les conseils que vient de donner Sophie sont vraiment importants, effectivement, de beaucoup... les contacts, les réseaux, c'est vraiment important. Et moi, ce que je disais, d'envoyer des essais de traduction aussi pour se présenter comme une carte de visite. Ouais, je pense que... Et puis apprendre à pitcher les livres. Et ne pas abandonner. Et ça devient plus facile. Au début, c'est très dur de se forcer à faire du networking, mais au bout d'un moment, ça devient plus facile d'avoir des nouvelles commandes, de nouvelles traductions, de trouver ces choses. Et oui, il faut être un peu tenace et lire beaucoup, découvrir des beaux livres pour pouvoir en parler. Et puis oui, lire beaucoup, parce que je crois que Lire beaucoup, oui. Les éditeurs, ils sont aussi, en tout cas, si je peux parler pour moi, j'essaye de lire beaucoup et de me renseigner, mais je suis aussi extrêmement reconnaissante de tous les conseils qui peuvent me venir et
type de lecture, de me dire, voilà, j'ai entendu parler de ce livre. Par contre, je pense que c'est important, même si on a une bonne relation avec l'éditeur, de faire plus que de donner un titre et de dire va lire ce livre. Enfin, ça m'est déjà arrivé de recevoir des mails qui me disent est-ce que tu as entendu parler de ce livre avec une ligne? Et en fait, soit oui, j'en ai entendu parler, mais du coup, ça ne me sert à rien. Soit j'en ai pas entendu parler et ça suffit pas pour vraiment attirer mon attention. C'est vrai que c'est un travail, mais c'est vraiment utile de faire alors un petit résumé et de mettre en avant quelques points. Pourquoi est-ce qu'on pense que ça peut être intéressant pour la personne à qui on s'adresse? Pourquoi est-ce qu'on envoie ce mail en fait? Souvent ça se fait par mail. Et ça, je pense que voilà, faut peut-être se rendre compte qu'une ligne, ça suffit pas parce qu'il y a beaucoup d'informations qui arrivent et il y a beaucoup de choses qui passent. Et pour capter l'attention, ça vaut la peine vraiment de se donner un tout petit peu plus de peine et de faire un paragraphe en tout cas. Même si je comprends que l'essai de traduction, il peut arriver bien plus tard, enfin, on n'a peut-être pas tout de suite le courage de faire tout un essai de traduction ou le temps simplement. Mais en tout cas, voilà, un peu plus de contexte. Et c'est vrai qu'on les lit tous consciencieusement, les essais de traduction, les propositions de projets, les dossiers pour les livres à traduire. Des fois, ça arrive pas très vite, ou on connaît déjà des livres, mais on apprécie toujours et on les regarde consciencieusement. Et c'est vrai que ça, à un moment, ça marche, comme chez Sarah, c'était le 45e et ça marchait. Donc... Tout à fait. Je vais demander à Julia Wolf et à Sarah de rallumer leur caméra, aussi à Morgane, parce que j'aimerais bien vous voir pour vous remercier beaucoup en fait d'avoir participé à cette masterclass, Julia. Je ne la vois pas, mais je pense qu'elle m'entend. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère que ça vous a été utile aussi pour vos futurs projets. Et voilà, je vous souhaite à tous et à toutes des bonnes fêtes de fin d'année malgré ce contexte vraiment très, très difficile. Tenez bon. Et je voulais vous dire aussi que j'ai un peu appris ma leçon en ce qui concerne les manifestations sur Zoom. Nous avons dit que la partie officielle se termine à 15h30. Donc voilà. Je vais couper l'enregistrement, mais je vais quand même laisser encore un peu de temps informel pour vous. Si vous avez envie, vous allez allumer vos caméras et vous pouvez échanger encore quelques minutes pour que ça ne s'arrête pas tout net. Enfin, on passe des moments intenses comme ça ensemble, plein d'échanges, on se connaît bien, donc profitez-en si vous avez envie de prendre la parole et d'échanger librement. Je coupe l'enregistrement.